dans une logique à ce moment-là de cueillette, de cueillette des arbres mûrs au bon moment et on laisse les autres et donc le couvert est en permanence assuré. Donc ça c'est de la vraie gestion forestière. Ce monde fou. Parce que je suis convaincu que notre lutte est globale et que pour bien défendre le monde fascinant qui nous entoure, il faut commencer par bien le comprendre. Nous allons vous proposer, aussi souvent que possible, des vidéos comme celle-ci, complémentaires des épisodes d'un monde fou, pour essayer de creuser un peu les sujets évoqués et nous donner envie d'approfondir. Quel est à votre avis l'être vivant capable de déployer une surface totale de plus de 150 à 200 hectares en moyenne, qui contient un volume d'eau suffisant en lui pour que l'on puisse mesurer un effet de marée, qui est capable de stopper sa croissance pour certaines espèces à l'approche d'un congénère pour créer ce que l'on appelle une timidité, dont certains spécimens sont capables d'utiliser le vent pour communiquer et se défendre contre un prédateur, qui trouve ses ressources dans l'air pour créer sa masse, pour créer un corps que l'on peut s'amuser à comparer à du béton armé. Et enfin, qui est virtuellement, sans attaque extérieure, immortel. Un arbre. Vous avez pu voir pendant que je parlais des PIS apparaître. Ce sont des points info sources. À chaque fois que vous découvrirez un point PIS à un endroit d'une vidéo, il correspondra à une source ou une information que vous pourrez retrouver dans la description. En espérant que ces vidéos puissent sortir du noyau d'habitués qu'a la chaîne et que dans ces nouvelles personnes, il y en ait qui puissent passer par Tipeee pour contribuer et nous permettre de travailler librement. Je vous souhaite une bonne vidéo. On retrouve Corinne qui est ingénieure agronome. Grenoble, c'est à côté de Grenoble, mais il y a des arbres. Corinne Bourgerie, je suis ingénieure agronome et avec une spécialité qui n'est pas toujours fréquente, mais sur les arbres et ce qu'on pourrait appeler les arbres hors forêt, c'est-à-dire hors forêt de production. Donc c'est quand même très vaste avec l'arbre en agriculture, l'arbre le long des cours d'eau, l'arbre qui maintient les sols, enfin, et puis de plus en plus et largement depuis des années pour moi, l'arbre en ville qui fait beaucoup parler quand même. Alors un arbre, chacun a conscience que c'est un tout et qui va circuler en continu. Je m'explique, c'est qu'on a le système racinaire qui est dans le sol, qui prend, on va voir, de l'eau et des sels minéraux, c'est tout, avec les capacités racinaires de l'arbre. Après, ça passe dans le tronc et ça va dans les ramifications, c'est-à-dire ce qui forme le houppier, la couronne de l'arbre. Alors, la circulation de la sève, c'est pas une histoire d'inspiration par le ciel, c'est des lois physiques qui permettent ce transit à l'intérieur de l'arbre, puisqu'il y a des tissus conducteurs de cette sève brute pompée par les racines, c'est-à-dire l'eau, sels minéraux, c'est 3 fois rien. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que comment l'arbre qui est solide, c'est un vrai monument, comment il acquiert cette solidité et ses réserves, sa façon de fonctionner. C'est pas uniquement l'eau du sol, quoi. Et du coup, c'est là le génie et l'autonomie de ces végétaux, ces ligneux, ces arbres, c'est que donc la sève brute monte jusqu'au houppier et en période de végétation pour les arbres qui perdent leurs feuilles, donc c'est-à-dire l'été pour les arbres caducs comme on dit, alors que ça, il y a une petite activité tout au long de l'année avec ceux qui ne perdent pas leurs feuilles, il y a une transformation fabuleuse qui est grâce à la photosynthèse, je devrais dire, parce que les feuilles ont cette capacité à capter la lumière pour avoir une source d'énergie et qui va leur permettre qu'il se passe une réaction chimique hyper importante pour l'alimentation de l'arbre, c'est-à-dire que la sève brute, qui n'est jamais que de la flotte, et ces fameux sels minéraux peuvent activer une réaction une fois que l'arbre, au niveau des feuilles, a capté le gaz carbonique de l'air, et donc transformer ça en une chaîne carbonée, parce que pour être des êtres vivants, c'est-à-dire nous pareil, notre squelette, tout ce qui est le constituant du monde vivant, c'est l'élément carbone, donc il faut bien l'attraper quelque part. Alors si on veut faire la compréhension totale, un petit parallèle hyper facile, c'est que nous, on est incapable de synthétiser quoi que ce soit avec du carbone, donc comment est-ce qu'on l'acquiert ?
eh ben, c'est qu'on va acheter, si on ne produit pas soi-même, la protéine qui est notre chaîne carbonée. Donc là, les arbres ont ce truc de génial, c'est qu'ils n'ont besoin d'acheter rien du tout, nulle part, ils ont juste l'autonomie. Seulement, ça veut dire une chose, c'est qu'ils ont de l'eau, qu'ils arrivent à le capter, et qu'ils ont la capacité à avoir des feuilles et un maximum de feuilles. Alors ça, c'est peut-être pas le débat immédiat, mais ça nous renvoie sur une histoire. Alors dès qu'on s'intéresse à l'arbre en ville, c'est présent dans les esprits de tout le monde, c'est est-ce que je dois tailler mon arbre, est-ce que je ne dois pas le tailler? En milieu naturel, la question ne se pose pas, évidemment. Et c'est ça qu'il faut vraiment que chacun, je crois, comprenne, c'est que les arbres, ils existaient bien avant les hommes, ils sont beaucoup plus malins côté autonomie. Donc, pourquoi est-ce que l'être humain invente que la taille va améliorer leurs conditions? Ça, j'ai encore jamais compris. Donc, depuis des années, je me bats pour qu'on raisonne correctement et qu'on enlève le moins de branches aux arbres. Et alors, est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer, nous parler peut-être du lien qu'il y a entre les arbres dans les forêts? Alors, bon, c'est difficile ça pour l'homme, c'est qu'il ne faut pas mettre les mots qu'on utilise ne sont pas appropriés à l'élément végétal. En quelque sorte, il ne réfléchit pas. Donc, nous, on va utiliser, je dis, voilà, le mot collaboration, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une collaboration sciemment voulue. C'est, il ne réfléchit pas, la graine, elle vient là où elle vient, si elle peut, parce qu'il y a plein de graines qui échouent. Hein, il y en a qui ne germent jamais. Et puis, donc, ce qui arrive, c'est que ça arrive, voilà. Et après, ça s'installe avec ce qu'il y a autour. Et effectivement, c'est nous qui découvrons avec des observations qu'il y a des interactions. Alors, du coup, entre les systèmes racinaires, dans les parties aériennes aussi, parce que dans un milieu normal, qui s'étoffe, ça se touche, tout se touche. Hein, et alors, ce qu'on observe de plus en plus que nos scientifiques ont les moyens d'aller un petit peu investiguer tout ça pour encore mieux comprendre les adaptations, c'est qu'effectivement, y a des réseaux dans le sol de champignons. Alors, il y a plein de champignons dans le sol, c'est un des trucs assez fabuleux et dont les sols ont besoin. Pour être vivant, un sol vivant, il a des champignons. C'est toute la difficulté d'ailleurs quand on veut créer quelque chose des novo dans nos nouvelles surfaces à nous. C'est qu'il n'y a pas les champignons justement, entre autres choses, c'est un des aspects. Et alors effectivement, après les champignons, c'est quoi le champignon hein, ce qu'on voit, nous on connaît que la partie émergée là aussi, c'est-à-dire la fructification, ce qu'on mange quand on les mange. Fais attention, les champignons c'est la partie qui a fructifié à partir d'un mycélium microscopique qu'on ne voit pas, qui est dans le sol, qui peut être dans les cellules des arbres, dans nos cellules à nous, etc. Donc, et là, il y a des interactions positives aussi qui permettent pour l'arbre, c'est ce qu'on appelle une symbiose, hein, les interactions positives, c'est ça. Et donc, il y a des champignons symbiotiques dans le sol qui permettent d'augmenter la capacité d'alimentation des arbres. Et du coup, l'arbre, lui, restitue des matières organiques dont le champignon a besoin pour continuer lui aussi à exister. Donc c'est ça la vraie synergie quoi, entre les deux. Alors ça existe. Et puis ce qu'on a découvert en termes de réseau aussi, ça c'est un peu un phénomène, je pense qu'il n'est pas, le mot est compréhensible, mais on a appelé ça la timidité des arbres. Hein, donc les houppiers qui se toucheraient. Et en fait, certaines espèces, il faut vraiment être dans des forêts peu touchées pour le voir, en fait, elles ont comme si elles avaient leur sphère pour bien se développer chacune. Et puis au moment où elles se toucheraient, où elles se gêneraient, où il y aurait des frictions, il se crée une petite zone de vide. Et donc chaque arbre s'est bien développé dans ce qu'il peut faire sans gêner le voisin en quelque sorte. C'est pas avec finalisation qu'il faut voir ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce respect, si on peut dire là. Et donc, comme il y a finalement, on s'aperçoit non plus rien de gratuit dans la nature, quoique ça a souvent un sens, quoi, mais simplement un sens qu'il faut aller chercher dans bêtement la survie de l'espèce, quoi. C'est tout, hein, c'est tout bête, hein, c'est la façon d'exister. Parce que tout ce que je raconte là de la compréhension, l'intérêt de la chose, c'est
de voir que tout ça ne se fait pas ah ben moi j'ai déclaré que j'allais laisser la place aux voisins. Non, non, c'est en fait des choses qui progressivement évoluent vers ce stade-là. Donc c'est jamais que le résultat d'une évolution permanente du milieu vivant et cette capacité à s'adapter au contexte, quoi, hein. Et tout ça pour que on pérennise l'espèce et la formation végétale. Alors est-ce que tu peux nous parler du coup des monocultures, notamment du sapin Douglas dont on parle dans la vidéo, et des problèmes que ça peut soulever, qu'on ne voit pas forcément, parce que c'est vrai que quand on n'est pas alerté sur ce sujet, on passe à côté, on trouve ces sapins beaux, parce qu'indépendamment, ce sont des beaux arbres, mais on a découvert quand même qu'il y avait des problèmes qu'on n'imaginait pas forcément au premier abord. Alors là, ça touche du doigt un sujet assez classique, c'est-à-dire qu'il y a un abus de langage en français. On appelle forêt des plantations d'arbres. Alors j'y viens pour bien séparer le mot forêt de la plantation d'arbres, c'est-à-dire que la forêt, c'est quelque chose où il y a une multiplicité d'espèces, il y a des buissonnants bas, il y a différents étages de végétation, il y a une faune associée à tout ça, il y a une vie forcée de toute façon pour que ça se développe, donc c'est multiple et c'est ce qu'on va commencer à appeler de la biodiversité, enfin une diversité biologique, hein, c'est jamais que le même mot tout ça. Voilà, alors ça c'est de la vraie forêt et cette forêt-là, elle est le résultat d'une évolution où justement l'homme n'a rien à voir avec ça. Et donc ça c'est jamais, une forêt ne s'est jamais installée, je dirais, à la charge de la société. Alors simplement, ça met juste en évidence quelques points, c'est que d'accord, mais le sol c'est quoi? C'est plus un sol naturel puisqu'il avait une autre occupation, puis on a changé la destination. Du coup, planter là-dedans une espèce qui n'était pas du tout forcément l'espèce adaptée à l'époque, enfin au départ, quoi, hein, c'est pas l'espèce indigène. Bon, ça veut dire qu'il va falloir apporter quoi? Il n'y a plus rien pour que la vie existe, au sens que il va y avoir des herbes qui poussent au détriment des arbres qu'on a plantés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on le fait mécanique à la main, mais ça c'est belle lurette qu'on ne travaille plus à la main quand c'est des surfaces pas possibles. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Des herbicides. Donc voilà, c'est le cycle que je ne vais pas m'étendre dessus parce que tout le monde je crois commence à connaître, le cycle qu'on essaye de virer de l'agriculture et qu'on fait pareillement en forêt pour que ça pousse, mais avec les moyens qu'on y met et sans tenir compte d'un milieu existant, parce qu'on n'en a pas à faire de ça, quoi. Voilà, c'est un objectif, c'est tout à fait une industrie, quoi, une entreprise. L'industrialisation de la forêt, quoi. Voilà. Alors ça, ces inconvénients, bien entendu, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait ce qu'on a fait depuis des années? Alors en France, on n'est pas mauvais en gestion forestière, hein. Enfin, on sait faire, il y a des peuplement magnifique, hein, il ne faut pas me faire dire. Mais donc ça, on part de massifs forestiers, là je dis bien le mot forêt, on parle pas de plantation d'arbres, hein. Donc voilà, c'est les deux choses qu'il faut bien considérer. Et le système alors pour ces plantations d'arbres, on a complètement imité mais eux qui avaient des surfaces considérables, ce qu'ont fait les Canadiens, Américains, dans des surfaces forestières pas possibles. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait des plantations d'arbres, on fait des coupes rases dès qu'elles sont à maturité pour l'industrie, qu'elles soient papetières, qu'elles soient de construction. Et puis après, on recommence. Voilà, mais c'est un cycle complètement artificialisé où c'est même pas la peine de parler de milieu naturel, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que ce qui est choquant quand on se balade là-dedans, c'est quand on s'en aperçoit, c'est que c'est mort en fait. C'est ça. Il n'y a que des aiguilles au sol, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de champignons. Tout en ayant conscience qu'on a besoin du bois il ne faut pas non plus, notre société a besoin du bois, très bien. Sauf qu'on est davantage, on est davantage dans une logique à ce moment-là de cueillette. De cueillette des arbres mûrs au bon moment et on laisse les autres et donc le couvert est en permanence assuré. Donc ça c'est de la vraie gestion forestière. Quel est selon toi le pire ennemi de la forêt? Oh ça c'est la question à 100 balles là. Pire ennemi de la forêt, le pire ennemi. Allez, c'est évidemment nous, c'est ça toujours pareil, c'est l'homme qui est le fameux prédateur. Alors je dis pas que c'est que ça, mais là il y a une particularité chez l'homme peut-être. C'est le côté prédateur de l'homme
Mais ce qui fout en l'air un petit peu tout dans notre façon de voir les choses, c'est que on veut et on réussit à mécaniser, et il y a toute une partie de notre assise industrielle et sociétale qui vit avec ça, c'est-à-dire, et ça correspond à des gens qui ont cette impression que l'homme saura toujours tout faire en trouvant la bonne machine qui va permettre de dompter un milieu naturel qui est au départ extrêmement défavorable à l'homme d'ailleurs. C'est pas si facile que ça ce que je dis, il ne faut pas non plus dire on est tous des abominables, c'est quand même aussi, ça c'est le côté humain qu'il ne faut pas nier, c'est que notre histoire, et nous à notre génération on en est ça aussi, c'est que pour vivre, pour survivre, pour s'alimenter, l'homme de toute façon passe son temps à défricher. Enfin, je veux dire, on est comme d'autres, comme le lion ou je sais pas quoi dans sa savane, il passe son temps à aller bouffer un autre. Enfin, je veux dire, il y a aussi il faut qu'on existe et on a besoin de bouffer. Le problème, c'est la pression qu'on y met, et maintenant avec des moyens assez considérables, où en 5 minutes, on a dévasté ce qui se fait en des siècles, quoi. C'est juste la mesure à trouver, mais c'est ça, c'est en ça qu'on est vraiment un des prédateurs essentiels, quoi. Notre atout à nous, c'est que l'arbre ne se déplace pas. Il subit en permanence. Il n'a pour lui que ses possibilités adaptatives. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand on fait, il a des croissances, des croissances en longueur au début un peu fortes, puis après il fait un peu de croissance de diamètre, mais il n'a aucune capacité de réaction. Donc s'il n'y a plus d'eau là où il est, il n'y a plus d'eau, quoi. Donc effectivement, il meurt. Et du coup, selon toi, quel est le meilleur ami de la forêt ? Oui, alors, non mais ça c'est, je dirais, c'est même pas lié qu'à l'arbre, c'est une vraie attitude et une vraie philosophie de nos vies à nous. Je veux dire, on a quand même besoin, je parle d'un élément essentiel qu'est l'eau, on en a besoin. Deuxième élément, c'est vrai que sans arbres, on est sûrement, on est assez perdu aussi, hein. Donc ces éléments-là, ils nous sont vitaux. Donc j'ai encore pas compris comment on passait notre temps à détruire ce qui nous est vital. Donc je dirais que le minimum, et heureusement on est quelques-uns, c'est effectivement la prise de conscience qu'on est parmi un tout et que ce tout, on a intérêt à surtout pas le détruire, quoi. Donc ça c'est sûr que c'est mais ça c'est même une attitude dans la vie, quoi. Donc moi c'est mon truc, avant même d'envisager quelque chose, qu'est-ce qui existe à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on peut faire et de quoi on a besoin, et préservons l'existant avant tout. Alors il y a des choses qui sont peut-être pas à préserver, mais si on peut, et c'est ça la vraie attitude, avant de tout passer à tabac, parce que le vrai ennemi du milieu vivant, c'est l'irréversibilité et la lenteur à laquelle ça peut se reconstruire, si ça se reconstruit. Et nous, on passe notre temps à être dans l'irréversible, quoi, avec nos aménagements, etc. T'en avais qui étaient convaincus qu'il fallait maintenir les haies. Les gars, ils te trouvaient tout de suite les façons de faire et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, il n'y avait aucun problème. T'avais le mec d'à côté qui voulait rien entendre, qui appliquait bêtement le truc, et t'arrivais à rien du tout, tu vois. Donc on n'aura encore pas changé les gens, et ça, selon l'attitude, c'est ça le quotidien. Mais tu sais, moi, on ne réformera pas l'humanité à nous tout seuls, hein. On participe vaguement à être un peu différent. On essaye de faire ce qu'on peut avec le petit bras. C'est ça, mais c'est ce genre de truc. Et il y a heureusement aussi des rencontres de vulgarisation, de trucs, y compris parmi les propriétaires forestiers, il y a des tas de trucs de vulgarisation, et ça passe par là aussi. Le gars qui n'a pas envie de faire n'importe quoi, et c'est comme ça que ça évolue, hein. Mais bon, à l'échelle citoyenne, c'est ça, hein, ton action, elle est... Moi je dis, soyons déjà nous bien avec ce qu'on peut faire, quoi. Tu vois, c'est comme ton gobelet, tu as le soin de ne pas le laisser, je ne sais pas où il est rendu d'ailleurs, il est là-bas. Mais voilà, non mais c'est ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, c'est pas toujours spectaculaire, hein. Alors, je sais pas ce que ça va donner, si tu arriveras à couper des trucs dedans. T'inquiète pas Corinne, je sortirai ma tronçonneuse. Et dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on essaie de revoir Corinne pour rentrer plus en détail sur les sujets. Et vous pouvez retrouver Guillaume sur son site, qui nous fait profiter ici de son magnifique Pan-Tam. Merci à mon équipe de La Forêt, Milly, Stéphane, Annabelle et Francky, qui m'aident et m'inspirent énormément, aux modérateurs Jésabelle et Laurent qui ont rejoint notre groupe Facebook Sanglier Jaune, où vous pouvez venir discuter de tous ces sujets avec nous et de ce que vous apporterez.
Bordel, je vous ai vraiment incité à aller sur Facebook. Mais c'est dans la forêt que j'aime discuter, moi, en fait. On se dit à vendredi 18h pour le prochain épisode d'Un monde fou.